Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ceux qui sont là et ceux qui sont en ligne, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous suivent en ligne. On s'excuse d'avoir les manteaux, mais de raison, on est en décembre et puis le chauffage du local est en panne. Donc, voilà. Merci d'être présent pour cette conférence de presse de mémoire et partage. Un gros point à cette conférence de presse qui sera liée, je vais l'expliquer, à la mission de préfiguration liée à la création d'un lieu ouvert lié à la traite de l'esclavage et à l'égalité. Et ensuite, on fera rapidement un deuxième point sur l'initiative de mémoire et partage, là spécifiquement, les 17 et 20 décembre prochains à Bordeaux, sur ce qu'on appelle la fête CAF, mais Carfa en dira deux mots tout à l'heure. Donc tout d'abord, pour ne pas prendre trop de temps, le gros point de cette conférence de presse, c'est ce que nous lançons, cette grande consultation citoyenne. Vous savez que le 9 mai dernier, 9 mai 2022, sous l'égide de la mairie de Bordeaux, a été mise en place une mission de préfiguration de la création d'un lieu ouvert dédié à l'histoire de la traite et de l'esclavage et des égalités. Et ce lieu, donc, qui pourrait s'intituler une maison contre les esclavages, donc, a fait l'objet d'une mission qui est composée de 28 membres, dont un certain nombre sont avec moi aujourd'hui. Carfa Diallo, qui est le directeur de Mémoire et Partage et qui est donc le président de la mission, Cherceau et Norbert Fradel, des personnalités bien connues à Bordeaux, cher parce qu'il est un militant associatif connu et reconnu sur l'agglomération bordelaise, et Norbert Fradin, qui est le créateur du formidable musée Mer Marine qui se situe donc vers Bacalan. Cette mission, qui a donc été mise en place le 9 mai et qui est composée de 28 membres, je le disais, a commencé déjà à travailler et a pour objectif final de remettre un dossier officiel de préfiguration du lieu au mois de mai à la mairie de Bordeaux, au maire de Bordeaux. Donc, les 28 membres ont déjà travaillé, réfléchi, travaillé. Nous avons notamment fait un premier questionnaire interne pour connaître la position de l'ensemble des 28 membres. Et à la suite de cela, nous avons décidé d'élargir cette consultation et d'en faire une véritable consultation citoyenne sur donc, la création de ce lieu et sur ce que ce lieu pourrait amener non seulement à la ville de Bordeaux, mais plus largement à la métropole et au département et à la région. Donc rapidement, je vais passer la parole à Carfa qui va détailler donc, cette consultation citoyenne et ensuite, en complément, Norbert Fradel et Cherceau interviendront. Merci. Merci beaucoup Patrick. Patrick Serre est le président de Mémoire et Partage, du réseau Mémoire et Partage. Pour celles et ceux qui ont la petite plaquette de présentation, l'association Mémoire et Partage est maintenant établie en réseau. C'est une association qui est née à Bordeaux il y a 24 ans, exactement, en 1998, et qui, au fur et à mesure, s'est installée dans d'autres villes françaises, mais aussi africaines, hein, puisque notre association est basée au Sénégal depuis 2010, ce qui est une continuité de notre engagement, puisque notre travail en Afrique, il est à la suite de notre plaidoyer pour que les pays africains puissent aussi rentrer dans ce devoir de mémoire sur la traite des Noirs et l'esclavage. Et l'État sénégalais a voté en 2010, sur notre demande et notre instigation, la seule loi en Afrique qui déclare la traite et l'esclavage crime contre l'humanité. Et ce qui fait que depuis 2010, nous sommes présents à Dakar chaque année autour du mois d'avril. Et en France, le meurtre de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter ont vraiment accéléré la prise de conscience et l'engagement d'un certain nombre d'acteurs citoyens de plusieurs villes en France. C'est d'abord sur les anciens ports négriers du Havre, de La Rochelle et de Bayonne où des citoyens nous ont contactés
ont exprimé le besoin de faire, comme nous à Bordeaux, ce travail de mémoire donc depuis 2020. Et puis la dernière antenne que nous avons créée est l'antenne parisienne à Paris, Paris qui n'était pas un port négrier, bien sûr, mais la capitale de l'Empire colonial et une ville où les traces de l'histoire de l'esclavage et de la traite de Noirs sont extrêmement importantes. Donc, je suis vraiment très honoré, très heureux de vous rencontrer pour celles et ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui nous suivent sur les réseaux pour ce moment qui est un moment important, qui est aussi un moment historique, hein, puisque Patrick Serre l'a rappelé, le 9 mai dernier, la ville de Bordeaux accueillait, donc installé la première mission de préfiguration sur le projet d'une maison contre les esclavages à Bordeaux. Donc, ce qui est une vraie déflagration, hein, devant l'oubli, devant également l'amnésie et puis les difficultés que cette ville a eues pendant plusieurs décennies à prendre en charge cette question et en faire une vraie question à la fois bordelaise mais aussi une question humaniste. Et cette mission de préfiguration, Patrick l'a indiqué, elle est composée de 28 membres. Vous avez sur le document qui vous a été communiqué la liste des membres de cette mission de préfiguration que nous avons tous ensemble voulu la plus large possible, donc autour de cette mission. Je suis vraiment très heureux aussi d'avoir que Norbert Fradin ait fait le déplacement, connaissant ses activités et son travail. C'est un grand honneur qui nous fait d'être toujours présent depuis le lancement de cette mission. Dans le cadre de ce travail, Norbert Fradin est aussi le vice-président du bureau de la mission, hein, puisque la mission de préfiguration s'est structurée un peu, donc en président, vice-président, secrétaire général et trésorier, et bien sûr Cherceau aussi, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est un membre très actif de la mission de préfiguration, qui est un formateur, qui est un artiste, et qui d'ailleurs, sur la partie qui va nous occuper plus, qui est la partie qui concerne la consultation citoyenne, Cherceau est, disons, un expert dont l'intervention et l'accompagnement nous seront vraiment utiles. Et dans les 27 membres de cette mission, nous avons bien évidemment des représentants de la mairie de Bordeaux, hein, qui sont présents dans cette mission. Donc, Olivier Escaut, qui est un adjoint au maire qui représente la mairie de Bordeaux dans la mission de préfiguration. On a aussi deux représentants du musée d'Aquitaine. Vous savez que l'une des premières réponses politiques et institutionnelles de la ville de Bordeaux autour de cette demande mémorielle, c'était l'agrandissement des salles du musée d'Aquitaine qui ont été consacrées à la mémoire de l'esclavage. Donc, nous sommes très heureux de voir que le musée d'Aquitaine comprend également qu'on peut aller plus loin que la muséification, que le musée, c'est-à-dire avoir un projet social, un projet urbain tel que nous le souhaitons, donc avec cette maison contre les esclavages. On a des députés aussi qui sont dans cette mission de préfiguration, le député Loïc Prudhomme, ainsi que le député Alain David, qui sont les députés de la Gironde, sont également parmi nous. Un écrivain, Gabriel Okoundji, une sociologue, des avocats, un ancien maire de Bordeaux, Hugues Martin, hein, qui nous a fait l'honneur aussi d'accepter de participer à cette mission de préfiguration. Hugues Martin est un des maires de Bordeaux les plus actifs sur le sujet, hein. Les salles du musée d'Aquitaine ont été décidées pendant le bref moment où Hugues Martin a été maire de Bordeaux. C'était en 2005 où le comité a été mis en place, le comité Tillinac. Et c'est ce comité dont le rapport qui a été rendu le 10 mai 2006 a retenu l'agrandissement des salles du musée d'Aquitaine qui seront inaugurées par la suite en 2009 par Alain Juppé lorsqu'il reviendra donc à Bordeaux. Le département de la Gironde est aussi représenté dans la mission de préfiguration, puisque Mme William Beniachou, qui est conseillère départementale de la Gironde, est la représentante désignée par Jean-Luc Glaise, le président du département, à nos travaux. On a aussi dans cette mission de préfiguration des hommes d'affaires, des entrepreneurs bordelais.
l'un des plus éminents et dont nous sommes très fiers est bien sûr Norbert Fradin ici présent, mais Philippe Barr, fondateur de Darwin et aussi membre de cette mission de préfiguration. D'ailleurs, il s'est excusé pour son absence puisqu'il est en déplacement, ainsi que Alain Dupuy. Alain Dupuy est un ancien conseiller municipal de Bordeaux, un homme d'affaires qui travaille beaucoup avec l'Afrique, et notamment auprès de la Chambre de commerce. Il est aussi membre de cette mission de préfiguration. Il y a Carl Belmont. Carl Belmont, il est d'Haïti. Il dirige une association qui s'appelle Haïti en vie. Et Carl, qui devait être là et qui a été très actif dans la préparation d'ailleurs de la consultation citoyenne et qui va le suivre, n'a pas pu être présent. Mais Haïti, quand on connaît la place d'Haïti dans la prospérité bordelaise du XVIIIe siècle notamment, Haïti était la principale colonie française la plus riche et propriété à plus de 70% des colons bordelais donc en Haïti. Donc on est très content d'avoir aussi Carl Belmont parmi nous dans cette mission de préfiguration. Julie Duprat, qui est une historienne qui a écrit l'un des derniers livres sur l'histoire de la présence des Noirs à Bordeaux. C'est Bordeaux Métis qui a été publié à Mola récemment. Et Julie Duprat est un de ceux qui ont vraiment pris en charge cette question en révélant qu'au XVIIIe siècle, des milliers et des milliers de Noirs, d'Afro-descendants ont vécu à Bordeaux, ont eu diverses sortes d'activités, certains des activités qu'ils étaient contraints de faire et d'exécuter puisqu'ils étaient esclaves, mais beaucoup d'entre eux avaient été libres et affranchis. Et elle a reconstitué un quartier de Bordeaux, c'est le quartier Saint-Serin, qui était le quartier dans lequel ces Noirs à Bordeaux ont pu vivre ou survivre. Aurélie Bambuc, qui est un de vos collègues journalistes, une de vos collègues journalistes à Radio France, Aurélie Bambuc, qui n'est pas dans cette mission de préfiguration comme journaliste, mais surtout comme autrice, puisque depuis quelques années, elle a réalisé des documentaires sur la mémoire de l'esclavage. Et d'ailleurs, sa dernière réalisation, c'est une bande dessinée, une BD, qui s'appelle Pakoti, dont le premier tome parle d'une jeune femme qui a été enlevée au Royaume Congo et amenée donc en Martinique. Et puis, pour finir, Julie Drouillet qui est architecte. Julie Drouillet qui est architecte et qui, depuis qu'elle est étudiante, elle est architecte depuis maintenant quelques années, travaille vraiment, réfléchit avec nous autour d'un lieu dédié donc à la mémoire de l'esclavage à Bordeaux. Je veux quand même avoir une pensée pour une personne qui ne sera pas avec nous et qui peut-être ne verra pas cette maison contre les esclavages. Pourtant, elle l'a rêvé, elle a eu une contribution essentielle à ce travail-là. C'est Anne-Marie Gara. Anne-Marie Gara, elle est décédée cet été. C'est une romancière bordelaise, née à Bordeaux, au quartier de Chartrons, mais qui a vécu toute sa carrière à Paris et qui est décédée au mois de juillet. Et Anne-Marie Gara, sa contribution essentielle a été dans la publication d'un roman, pas d'un roman, d'un essai qui s'appelle Humeur noire. Humeur noire est vraiment un essai extrêmement percutant, mordant, puisque c'est un essai qui tente une sorte de pédagogie de l'histoire de l'esclavage. Comment on pourrait raconter? C'est un livre très critique vis-à-vis du musée d'Aquitaine, puisque c'est la lecture d'un cartel au musée d'Aquitaine qui a déclenché sa colère, qu'elle a appelé Humeur noire. Et donc, ce livre qu'elle a écrit, qui est un livre extrêmement riche, extrêmement intéressant, qui montre que sur cette mémoire-là, il est possible d'imaginer, d'inventer et de produire des œuvres qui soient des œuvres pérennes et puis surtout ouvertes sur les problématiques contemporaines actuelles. Et ça me permet de venir vraiment à l'objet de notre rencontre, qui est le lancement de cette consultation citoyenne. Donc, Patrick Serre l'a dit, la mission de préfiguration a été installée le 9 mai 2022 à la mairie de Bordeaux, sous l'égide de la mairie de Bordeaux. Cette mission de préfiguration a, depuis le mois de mai, donc, travaillé sur un certain nombre de sujets. Patrick l'a expliqué. D'abord, un questionnaire interne aux membres de la mission pour savoir comment
chaque membre de la mission souhaiterait travailler autour de cette question avec des suggestions, mais aussi des formes d'audition qui peuvent être mises en place. Donc, dans un premier temps, depuis le mois de mai, il y a cette questionnaire interne que nous avons élaboré et qui a permis de recueillir le sentiment, les objectifs, la vision, à la fois sur le fondement de cette maison contre les esclavages, mais aussi sur les modalités les plus efficaces de concertation qui permettraient que le travail de cette mission puisse avoir un vrai impact sur la société bordelaise. Il y a eu aussi, depuis le mois de mai, des auditions qu'on a commencées, des auditions de personnalités bordelaises, mais aussi nationales, sur lesquelles des auditions qui permettent de voir, par exemple, il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est dirigée par Jean-Marc Ayrault, qui est aujourd'hui l'instance nationale en France qui s'occupe de la mémoire de l'esclavage, qui sera auditionnée prochainement. Il y a aussi des acteurs associatifs majeurs à Nantes, qui est une ville qui est très en avance sur ces questions par rapport à Bordeaux, qui seront auditionnés, des anciens experts des organisations internationales seront également auditionnés, ainsi que des personnalités bordelaises pour voir avec elles comment ces personnalités peuvent se retrouver dans ce projet de maison contre les esclavages. Et puis, ce qu'on a fait dernièrement, depuis le mois d'octobre, ça a été une initiative extrêmement importante qui nous a fait nous rendre compte des modalités vraiment presque ludiques par lesquelles on peut toucher la population, puisque nous avons avec le secours d'une étudiante aux Beaux-Arts, Maïcha Mouepou, élaboré un concept qu'on appelle la roue des plaisirs. La roue des plaisirs est un objet graphique qu'elle a inventé, qu'elle a créé sous forme de roue. Et cet objet graphique, son objectif est de nous permettre de faire la médiation du projet La Maison contre les esclavages, d'aller à la rencontre de différents publics dans la rue, dans l'espace public, pour les sensibiliser sur le projet de La Maison contre les esclavages. Et avec un QR code, les citoyens peuvent participer à notre réflexion. Avec le QR code, ils peuvent venir. Il y a deux questions qui leur sont posées sur ce QR code. C'est d'abord quels sont les objectifs qu'ils pourraient assigner à cette maison contre les esclavages et concrètement, quelles seraient les activités que cette maison contre les esclavages pourrait organiser. Et cette roue est basée sur 6 plaisirs du quotidien que nous avons tous, mais dont nous ne faisons pas forcément le lien avec l'esclavage et la traite, puisque je précise que pour nous, dans l'idée que nous avons, c'est une maison contre les esclavages. Nous ne voulons pas nous enfermer dans l'esclavage occidental, que nous connaissons d'ailleurs assez bien, finalement, mieux en tout cas que les autres formes d'esclavage. Vous me direz que c'est normal puisque nous sommes ici en Occident et que forcément les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le sujet, mais dans l'optique de ce lieu dédié à la mémoire, c'est à la mémoire des esclavages. Les esclavages africains, donc entre noirs africains, qui ont précédé et qui ont suivi l'esclavage occidental, puisque les esclavages au sein du continent africain, entre des peuples noirs, sont des esclavages qui remontent à l'époque du Moyen-Âge ou même après, donc bien avant que les Occidentaux ne commencent le commerce triangulaire, donc, et puis qui ont suivi aussi. Puisqu'aujourd'hui encore, dans certaines communautés africaines, aujourd'hui, on a des formes d'exploitation qui existent. Chez les Peuls, je suis d'origine Peul, on a encore des formes de mépris social qui remontent à l'histoire de l'esclavage. On sait que chez les Soninké au Mali, on a ça. Et ce sont même des choses qui arrivent ici, dans la diaspora, puisqu'on a régulièrement des choses qui sont dénoncées et qui obéissent à ça. Donc, les esclavages entre les populations noires africaines par le passé et encore aujourd'hui, et leurs répercussions ici dans notre vie urbaine, sociale, française, bordelaise, mais aussi les esclavages arabo-musulmans qui ont été extrêmement longs, depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Vous avez tous suivi
tous les débats qu'il y a eu et qu'il y a encore autour de la Coupe du monde de football, des infrastructures qui ont été construites dans des conditions effectivement totalement, disons, révoltantes du point de vue des droits humains, de la dignité des personnes. Eh bien, dans ces pays arabo-musulmans, l'exploitation des Africains et des Noirs parce qu'ils sont noirs est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. Et pour nous, c'est aussi un élément qui va rentrer dans notre réflexion dans la maison contre les esclavages, ce d'autant plus que si vous suivez l'actualité, vous savez que beaucoup de migrants, de jeunes migrants subsahariens qui viennent ici en France, passent par le Sahara, hein, pour certains, soit par le Maroc ou bien par la Libye, mais dans les deux cas, par l'océan Atlantique, donc par Ceuta et Melilla, ou bien par la Libye, par la Méditerranée, ben, ils témoignent de faits de racisme, voire d'esclavage que ces populations peuvent leur faire subir, donc qui arrivent souvent ici avec des traumatismes extrêmement importants. Donc l'idée de la maison contre les esclavages, c'est vraiment d'avoir une vision globale d'un sujet que nous n'avons pas encore épuisé et que malheureusement nous n'épuiserons pas. Et la roue des plaisirs a été un instrument de médiation autour de 6 plaisirs, le sucre, hein, qui est aujourd'hui présent dans notre vie de tous les jours, le café, le cacao, les minerais, hein, de tous nos appareils, souvent qui sont extraits dans des conditions aussi d'exploitation et d'esclavage très révoltantes. Donc l'idée, c'était de permettre aux gens, alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu vous montrer cette roue des plaisirs avec une photo, mais voilà, c'était un objet graphique en bois avec ces 6 plaisirs, et on proposait au public de tourner la roue, et selon là où la flèche arrivait, ben, on expliquait ce qu'il y avait derrière ce produit, le coton, aujourd'hui encore, sur des formes d'exploitation. Donc, la roue des plaisirs, le questionnaire interne, les auditions, depuis le mois de mai, ça a été les principales activités que Mémoire et Partage que la mission de préfiguration a pu mettre en place. Et puis, depuis le mois de septembre, on s'est mis à réfléchir effectivement sur l'idée d'une consultation citoyenne, c'est-à-dire d'une méthode de démocratie participative qui à la fois mobilise le corps social bordelais, local, mais en même temps nous donne des éléments de légitimation finalement de notre action et de justesse et de pertinence de la démarche que nous avons. Donc, j'ai déjà un peu trop parlé. Je vais passer la parole à Cher Tudianso, qui nous a beaucoup aidé par ses différentes fonctions. Il est membre de la mission de préfiguration. Le Cher est aussi un consultant et un formateur, et il nous a aidé à déterminer un peu les objectifs et les modalités pratiques de la consultation citoyenne que nous avons le plaisir de vous présenter ce matin. Merci beaucoup. J'ai une petite bronchite, donc des fois ça peut être compliqué. Donc tout au départ, il y a Carl Bermond, Philippe Barr et moi, constitués en commission pour travailler voilà, sur un questionnaire et travailler sur une méthode. Donc ça c'est important. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs défis. Le premier défi, c'était le défi du temps contraint. On pouvait quand même, sur un temps contraint, arriver à réaliser cette consultation. Le deuxième défi, c'était aussi d'être clair sur consultation, parce que la concertation, c'est un débat, etc., avec des contre-projets. Ici, c'est une consultation où on demande l'avis des personnes, et le rapport qui va être rendu va effectivement permettre à la ville de prendre sa décision finale sur les modalités. Et le troisième défi qui devait être le premier, c'est ce que tu appelles le défi de la légitimation, parce qu'il ne sert à rien de dire « je vais aller créer quelque chose pour les gens », et comme on dit, hein, ce qui se fait sans vous peut se faire contre vous. Donc, il faut aussi qu'on se place de ce point de vue-là. Comme ça concerne les Bordelais et les Bordelaises, il fallait donc ne pas rater cet étage au-delà de la consultation des membres du CA, de la commission, au-delà des consultations ou de l'entretien des personnalités, il fallait aussi aller vraiment vers les populations dans ce temps. Et donc, une diversité d'acteurs et d'actrices en identifiant des lieux ressources potentiellement
et arriver justement à mettre en place une méthode toute simple hein, qu'on a appelée nos tables de consultation avec un outil que vous verrez quand vous arriverez, qui permet vraiment à des personnes autour d'une table de pouvoir travailler à la fois sur des objectifs, sur des enjeux et sur des activités. Un peu comme la roue du plaisir, sauf que là, ce sera effectivement quelque chose d'assez collectif. Et je trouve même que c'était assez intéressant parce qu'on est tous partis sans se concerter et on est arrivé à des formes d'intervention qui se croisent voilà, et qui s'auto-alimentent, quoi. Et d'ailleurs, il est prévu que dans ces temps de consultation, la roue des plaisirs soit associée aussi. Voilà. Et puis, au-delà donc, de ces tables de consultation où on va réunir à la fois donc, des personnes qui sont dans des structures sociales, associatives, des militants associatifs, des étudiants, voilà, des membres d'associations, des populations, comme je dis, qui sont dans les structures de proximité. Il y a aussi quelque chose qui va se faire un peu de manière aléatoire. Là, on va aller au Capucin, je ne sais pas moi, dans des lieux comme ça, et puis on va prendre, toujours pour croiser le maximum de possibilités pour ne laisser moins de personnes hors de la consultation. Parce que ce que je dis toujours, la démarche de légitimité, elle se fonde sur l'information. Personne ne doit dire je ne suis pas au courant. Après, on ne peut pas pousser les gens à venir, ça c'est sûr. Mais au moins les gens sont au courant qu'il y a la consultation, qu'il y a des lieux, qu'il y a des horaires. Libre à eux ou à elles de venir ou de ne pas venir. Donc là, au moins, on aura fait notre affaire. Et après, quand les gens viendront, c'est effectivement créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer de la manière la plus libre possible et nous donner le maximum d'informations qui vont nourrir justement la réflexion. Et il y aura aussi ce qu'on appelle les porteurs de parole, c'est le principe de poser une question dans la rue et puis de récupérer ce que les gens ont dit et puis d'en constituer effectivement un rapport. Donc, vous voyez bien que dans la démarche, on a essayé de diversifier les modalités voilà, de rencontre avec les citoyens. Et donc là, on a pas même quelques lieux qui sont identifiés. Il y a le Labo des droits culturels qui est basé à la Halle des Louvres, qui travaille beaucoup justement sur la notion de la dignité, de la liberté des personnes et puis des relations d'humanité. Vous avez, on a un centre d'animation socioculturelle donc, avec qui on va travailler. Aussi, la Maison des femmes est prévue dans l'affaire, parce qu'on parle effectivement de l'esclavage aussi. L'espace Darwin, donc, avec Philippe Barre, qui est un espace qui remue et fait rencontrer des gens. Le musée Mère Marine de notre vice-président, le musée d'Aquitaine, et puis il y a le centre social et culturel du Grand Parc. Voilà. Et puis d'autres lieux aussi vont se croiser, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que quand on fait l'information, les gens qui l'entendront pourront effectivement nous solliciter pour qu'on vienne organiser la consultation à leur niveau, quoi. Voilà rapidement, mais vraiment c'est le défi, quoi, de croiser le maximum de catégories socio-culturelles, socio-professionnelles, etc., et puis d'alimenter le rapport qui va être rendu ultérieurement. C'est un autre défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Norbert. Un mot un peu sur la démarche qui est entreprise et comment aussi, hein, cher l'a dit, le musée Mère Marine est d'ailleurs la première structure qui va nous recevoir le 28 janvier. Donc, comment, voilà, en tant que vice-président de la mission de préfiguration, mais aussi en tant que fondateur d'un des lieux bordelais les plus fréquentés, qui part d'une initiative privée, comment tu te retrouves un peu dans ça et quel est le sentiment qui t'anime? Écoute, d'abord merci et bravo pour cette initiative qui est, sur laquelle vous aviez déjà travaillé avec bien entendu l'association Mémoire et Partage, c'est le départ de tout, si je puis dire. Et la mémoire et le partage, c'est ça, c'est vraiment le thème fondateur de toute action, parce que la mémoire, bien sûr, est très importante. Quand on construit un musée, on est forcément attiré par ça, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que la mémoire
doit servir justement à être diffusé. Et donc, le partage, c'est la diffusion. Ce qui concerne le musée Mer Marine, dès le départ, je parlais tout à l'heure de Jean-Marc Ayrault, hein, nous l'avons accueilli avant même l'ouverture du musée pour accueillir une émission. Il y avait Christiane Taubira qui était là. Et donc, ça a été un moment très, très, très symbolique, précieux, émouvant. Et j'en ai encore un souvenir prégnant. On a eu plusieurs conférences, en particulier avec une historienne qui s'appelle Caroline Lemao, qui est professeure à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui a fait des conférences justement sur la mémoire de l'esclavage, avec toutes les problématiques, les subtilités dont tu parlais tout à l'heure fort bien. Il n'est pas question de se flageller aujourd'hui en disant nous, on n'y est pas pour grand-chose, mais par contre, là où ce qui est important pour nous, c'est justement de maintenir cette mémoire. Cette mémoire doit servir aujourd'hui à se préserver de ce qui existe. Là aussi, tu en as parlé. Il y a encore dans le monde une foultitude de modes d'esclavage, et quelle que soit, je dirais, la couleur de la peau. C'est ça. Et il y a des peuples, des personnes, des individualités, des collectivités qui souffrent actuellement de ce que le monde apporte malheureusement de négatif. Nous avons la chance de vivre dans des démocraties. La démocratie, c'est certainement pas un système parfait, mais c'est encore le moins mauvais. Et vraiment, faisons tout pour arriver à le préserver, ce système, parce que nous sommes quand même un peu cernés. Et on voit bien que dans beaucoup d'autres pays, et peut-être même d'ailleurs quelquefois dans le nôtre, hein, il y a comme ça des glissements qui sont des glissements terribles pour l'humanité, terribles pour les personnes humaines. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a séduit. Tout ça, c'était cette espèce justement de préservation de l'histoire, et puis que l'histoire et la mémoire servent justement à quelque chose d'actualisé. Et à l'époque, pour en terminer, à l'époque du virtuel, où finalement, à travers ces smartphones, etc., tout le monde a l'impression d'être le maître du monde, le fait qu'il y ait un lieu physique créé, où les personnes peuvent se rendre et où finalement ils vont pouvoir échanger en direct, parce que le contact humain, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et je crois que là aussi, il ne faut pas perdre de vue cela. On a, et en particulier avec les dernières années qu'on vient de vivre, avec la pandémie, etc., on a quelquefois trop tendance à se replier sur soi, à se dire, tiens, voilà, on est dans notre bulle. Donc, la bulle, il faut savoir la faire éclater, et il faut savoir à nouveau aller vers les gens, aller vers les personnes, et qu'il y ait cette forme de dialogue. Et c'est en ça que je suis absolument convaincu qu'un lieu dédié à ces problématiques passées et actuelles est tout à fait essentiel et nécessaire à notre belle ville de Bordeaux. Voilà ce que je voulais dire. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Merci Norbert, hein, pour cette intervention très, très juste et très pertinente, et qui complète bien tout ce qui a été dit jusque-là. C'est vrai que pour nous, le lieu est essentiel et important. Et Norbert l'a dit, dans cette période de numérisation à tout va, de village planétaire où les gens ne se voient plus vraiment, ou en tout cas ils se croisent sur des formats très, très aléatoires. L'idée d'un lieu est vraiment essentielle, notamment sur cette mémoire de l'esclavage et de la traite, puisque l'un des dangers, et que nous avons bien constaté à Bordeaux, c'est d'être dans une mémoire commémorative, dans du commémoratif. Donc, chaque année, on se retrouve pour le 10 mai, on commémore la mémoire de l'esclavage, tout le monde est content. Alors qu'aujourd'hui, ce que cette mémoire-là demande, c'est qu'elle puisse se traduire en un vrai projet social et urbain qui s'ancre dans le territoire. Ça nous semble aujourd'hui une nécessité, d'autant plus que nous sommes à Bordeaux et que jusqu'à preuve du contraire,
la participation de cette ville à ce commerce honteux pendant plusieurs siècles est une des participations ou la participation la plus importante dans notre pays. Bordeaux a été vraiment un des ports le port le plus important sur le commerce colonial français entre le XVIe siècle, on va dire, et le XIXe et même le XXe siècle. Puisque Bordeaux continue même après la fin de l'esclavage et la traite. On a nos quais qui ont reçu pendant des décennies après la fin de l'esclavage l'arachide du Sénégal, avec les huileries dans le quartier Bacalan qui se sont montées. L'histoire industrielle de la France est aussi écrite à Bordeaux. Le sucre, les raffineries, toujours du quartier Bacalan, d'abord du quartier Sainte-Croix et puis après du quartier Bacalan. Donc, on a vraiment une ville qui a une place importante. Et Norbert l'a dit, notre travail à nous, il a été très long, depuis 24 ans, parce que nous n'avons jamais voulu être dans la facilité. Nous n'avons jamais voulu diaboliser Bordeaux, ni des familles. Dans la mission de préfiguration, il y a Donatien Garnier. Donatien Garnier, c'est un écrivain bordelais qui est descendant d'une famille d'armateurs, Pierre Dess, qui est honoré par une rue à Bordeaux. Voilà. Si Donatien Garnier a pu venir et participer à cette mission de préfiguration, c'est bien parce que nous sommes tous conscients que la liberté, l'égalité ne sont jamais acquises et que la mémoire, elle nous permet de pouvoir conjurer le spectre de la violence qui nous guette. Nous le voyons partout. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a une volonté de certains d'effacer certaines populations, leur mémoire, leur dignité, leurs humanités. Parce que l'effacement permet la domination. Plus vous effacez la mémoire de quelqu'un, plus vous arrivez à lui faire croire ce que vous voulez, à le faire manger et consommer ce que vous voulez. Et c'est ça le véritable enjeu. Pour nous, ce lieu dédié aux mémoires des esclavages est un des lieux les plus actuels qui soient. Puisque finalement, les questionnements d'ordre écologique que nous avons sur une consommation plus éthique, plus durable, sont liés à la mémoire. Pourquoi est-ce que nous voulons manger mieux? Pourquoi nous voulons consommer mieux? Parce que nous savons que nous pouvons le faire, parce que nous avons une mémoire de ça. Donc, je m'échauffe un peu là, mais parce que à la fois, je suis très engagé dans cette histoire-là, mais je suis aussi un élu écologiste, je suis conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, et en tant qu'écologiste, je sais bien qu'il y a une véritable convergence dans les questionnements liés à la modernité. La modernité qu'on nous a présentée est une modernité qui a souvent écrasé des cultures, des traditions, des paysages, des natures. Et faire ce lieu, aller vers ce lieu, ici à Bordeaux, c'est une façon de rétablir un certain équilibre et puis d'actualiser. Et je vais peut-être finir par là. Actualiser, c'est se rendre compte que dans nos villes, dans les nouveaux espaces symboliques que nous avons en partage, qui sont ces métropoles, parce qu'il y a une métropolisation, on a des populations que pendant très longtemps, nous avions tenues à la lisière de l'Empire. Ils restent en périphérie, on les exploite, ça va bien. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus possible parce qu'elles sont physiquement présentes ici. Elles partagent nos rues, elles partagent nos quartiers et elles demandent que l'espace symbolique soit aussi à leur image quelque part, qu'elles parlent de leur mémoire, qu'elles parlent de leur histoire, mais pas juste pour les figer dans le passé, les muséifier, non, pour montrer la dynamique, la dynamique en cours. Et c'est pour ça que ce projet de maison contre les esclavages, cette consultation citoyenne est une forme de pédagogie pour nous, une forme de légitimation, mais aussi de pédagogie. Et pour finir, je voulais saluer la présence de 2 autres membres de la mission de préfiguration qui nous ont rejoints. J'espère que vous ne direz pas, chers amis journalistes, que nous sommes des machistes qui ne nous retrouvons qu'avec 4 personnes, 4 mâles garçons ici. Il y a des femmes, d'ailleurs majoritairement, la mission de préfiguration est majoritairement féminine. Seulement, bon, une conférence de presse le lundi à 11h, tout le monde ne peut pas être disponible, mais je veux saluer la présence de Valentine Lukombo-Senga, qui est sociologue derrière et qui est membre d'ailleurs de la Maison des droits des femmes et nous aide beaucoup à voir comment mobiliser les mouvements féministes bordelais pour réfléchir avec nous
dans cette concertation citoyenne, parce qu'on sait que l'un des genres les plus visés par les formes d'exploitation d'hier comme aujourd'hui, c'est la femme. Parce qu'elles sont victimes de discriminations intersectionnelles extrêmement importantes. Donc, pour nous, rencontrer la Maison des femmes et les associer à la concertation citoyenne est vraiment essentiel. Donc, merci beaucoup, Valentine, d'être ici. Tu pourras dire un mot d'ailleurs si tu le souhaites. Et puis aussi Colette Youssouf. Colette Youssouf qui dirige l'Association des familles africaines et qui également est membre de cette mission de préfiguration parce que les diasporas, qu'elles soient africaines, qu'elles soient antillaises, sont aussi les bienvenues, bien évidemment, pour nous dire comment cette mission doit fonctionner, qu'est-ce qu'elle doit contenir, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir dire, et le regard est le bienvenu. Donc, voilà un peu en propos introductif ce que nous souhaitions partager avec vous. Je ne sais pas si Valentine ou si Colette veulent compléter ce qui a été dit. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Et après, si vous avez des questions, donc amis, journalistes qui êtes là, nous sommes à votre écoute. Je crois que Valentine avait un mot. Bien, bonjour à toutes et à tous. Hein. Comme l'a signifié un petit peu, l'a signifié Carfa, ce n'est pas évident lorsqu'on gère quelque chose de venir, mais là, moi, je suis arrivée en retard parce que c'est un problème de santé, il fallait passer chez le médecin et tout. Bon, là, je suis là, c'est un peu en retard. Et ce que je voulais dire, ce qu'a dit Carfa, ce que je vais relever, évidemment, lorsqu'on parle de l'esclavage, ce que j'apprécie dans cette démarche-là, c'est qu'on ne s'enferme pas dans un schéma qui va, en quelque sorte, tout détruire. Oui, il y a des choses qui ont été faites, hein, qui se sont passées dans l'histoire, et nous devons, par cette mémoire-là, avancer et changer de mentalité. Vous me direz que changement de mentalité, c'est un long processus. Je dirais, c'est voir avancer en quelque sorte, voir les choses autrement. L'avantage de cette mission, et surtout de la maison, de cette mission qui a comme objectif de mettre en place un lieu, même si on appelle ça maison, on peut dire un lieu, hein, où les gens peuvent se rencontrer, où les gens peuvent voir cette mémoire et se dire, on le dit souvent, plus jamais ça, hein, que ça n'arrive pas. Et qu'on avance, que nous sommes tous des humains, que nous avons à préserver. Là, tu as parlé, Carpa, de la préservation de la planète. Pour moi, tout est lié. Quand on parle de l'humanité, c'est tout l'ensemble, y compris la planète, y compris les êtres humains. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, l'esclavage moderne. Tu as parlé des migrants, des jeunes qui traversent. Nous, on les a reçus, ces jeunes-là, quand je travaillais au sein d'une consultation, parce qu'en dehors de... bon, je suis sociologue, mais je précise bien à la retraite maintenant, c'est bien. Et je dis, mais dans ma pratique professionnelle, j'ai travaillé au sein des consultations où on recevait des gens qui avaient des soucis, des migrants, qui avaient des soucis au niveau du positionnement psychothérapeutique. Donc, on recevait ces gens. Et on a reçu des jeunes, des récits, des jeunes qui traversaient la Méditerranée et nous parlaient comment ces jeunes-là ont été réduits en esclavage par les autres Africains, notamment en Libye. Et si ma mémoire est bonne, je ne sais pas quelle, il y avait une année, Carfa, je crois aussi, Cher, tu étais là, il y avait une jeune qui avait organisé une manifestation vers la place de la Bourse. Hein. Cette petite jeune, bon, je la connais, c'est la fille d'une compatriote, Maëlys, qui avait mobilisé sous cette thématique, comment nous, les Africains, entre nous,
qu'on remette ça en place, l'esclavage des migrants. Cela veut dire, Tarfa l'a dit, cela veut dire tout simplement que cette pratique, malgré le 21e siècle, persiste. Et notre travail, moi, si j'ai adhéré dans ce projet, parce que je dis, on a un travail à faire. Et ce travail-là, eh bien, on le fera avec pugnacité, avec assurance, tout en sachant que ça ne sera pas quelque chose qui va être terminé. C'est une pierre que nous posons, qu'il soit maintenant une certaine continuité par rapport aux futures générations. Et là, je vais terminer en disant que la Maison des femmes, ce soir, nous avons le CA, donc la réunion du CA. Bon, j'en ai discuté avec la présidente. De toute façon, c'est quelque chose qui sera acté, puisqu'on en a déjà parlé à la région lorsqu'on a eu on appelle ça notre réunion avec la région, les membres de la région, et on a parlé qu'on était en positionnement par rapport à cette consultation. On va l'accueillir, hein, il y a pas, donc ça sera acté ce soir. Nous avons le CA ce soir, donc il n'y a pas de... Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Parce qu'on ne acté savait pas encore quand, voilà, mais voilà. Ouais, ça va être acté, parce que quand j'avais vu le lancement à 11h, j'ai dit à la présidente, mais nous, est-ce que moi, si je dois y aller, j'ai quand même la réponse. Elle dit, mais on a le CA ce soir. Donc, sur ce, bon, Tarfa me connaît, Cher me connaît, je ne lâche pas et ça va. Ce qui nous reste à faire aussi, c'est de contacter des associations qui ne sont pas trop visibles, mais où il y a beaucoup de femmes. Donc, ça serait peut-être, Colette et moi, notre rôle de contacter d'autres associations qui ne sont pas vraiment visibles sur la scène publique, parce qu'il y a beaucoup d'associations de femmes, notamment, je pense aux femmes africaines, sont des petits groupes, ce qu'on appelle des groupes de tontines, hein, qui ne sont pas visibles. Des groupes de tontines, il faut peut-être qu'on y aille, hein, ne fût-ce que la méthodologie que tu as précisée, Cher, là, se poser des questions dans la rue, bon, il faut qu'on arrive quand même à intéresser ces femmes. Mais merci, hein, et encore, excusez-moi du retard. Merci Valentine. Donc, on peut dire, à la lumière de ce qu'elle vient de nous indiquer, qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà 3 structures dont on est sûr qu'elles vont accueillir la concertation citoyenne. La première structure, c'est le musée Mer Marine le 28 janvier qui nous recevra dans ses locaux pour une concertation citoyenne. Après, on a Darwin qui nous reçoit le 9 février donc, au Sentier de la Garonne pour la deuxième date de la concertation citoyenne. Et puis, on a la Maison des droits des femmes qui nous indiquera prochainement à quelle date elle nous recevra et nous permettra de recueillir l'avis des femmes engagées sur leurs droits. Donc, c'est vrai que chacun a un rôle à jouer, hein, aussi bien nous, en tant que militants, en tant que, disons, associés autour du projet, que vous tous et toutes. Hein, chacun a son rôle à jouer. Et Bordeaux devrait pouvoir accueillir un tel lieu. Et chacun y a son rôle à jouer. Chacun peut participer à la concertation, nous dire son regard là-dessus. Vous le savez, les élus, souvent, sont extrêmement frileux. D'abord, frileux parce que les situations économiques et financières sont difficiles, donc des contraintes financières, mais aussi frileux politiquement parce qu'elles ne savent pas toujours comment leurs initiatives sont perçues. Plus nous sommes nombreux, chacune et chacun, qu'on soit militants associatifs, élus ou bien journalistes, à faire ce travail-là, plus les élus se diront oui, c'est une question qui est importante. Oui, Bordeaux devrait être à la hauteur de cette demande-là, comme Nantes l'a été. Hein, Nantes, il y a un mémorial à l'abolition de l'esclavage qui existe depuis 2012, qui a été financé par la ville de Nantes, pratiquement sur fonds propres. Hein.
hein, puisque l'État, en 2012, c'était Sarkozy qui était au pouvoir. L'État n'a pas mis un centime dans ce projet, 4 millions d'euros financés par la ville de Nantes, par Jean-Marc Ayrault, autour de ce sujet-là. Donc, Bordeaux devrait aussi pouvoir le faire, d'autant plus qu'il nous semble qu'il y a une maturation intellectuelle, une maturation politique, associative. La société bordelaise aujourd'hui est prête à l'entendre. Voilà un peu les quelques propos introductifs, chers amis. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques des journalistes. Nous vous écoutons si c'est le cas. Merci beaucoup. Oui. Oui, lorsqu'on dit espace urbain, c'est surtout essentiellement parce qu'on considère que ce lieu devra se situer sur le territoire de Bordeaux. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, cette histoire-là n'est pas que l'histoire de Bordeaux, c'est l'histoire de la métropole bordelaise et plus largement de la région. Mais physiquement, le lieu d'où tout partait, tout arrivait, c'était quand même les quais de Bordeaux, le port de Bordeaux. Donc, c'est pour cette raison qu'on passe essentiellement à ce lieu urbain, parce qu'il devrait se situer, d'après nous, à Bordeaux. D'abord, d'un point de vue… Excusez-moi, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que son rayonnement et sa réflexion se limitera à Bordeaux. Et d'ailleurs, Patrick a raison de parler de la dimension régionale. On parle beaucoup de Bordeaux, mais en fait, il faut réfléchir à l'échelle de la région. Nous avons dans notre région 4 ports qui ont joué un rôle extrêmement essentiel, qui était le pivot de l'ambition coloniale française du XVIe au XIXe siècle. C'est bien sûr Bordeaux parce que c'était le port le plus grand, le plus accessible, dont les infrastructures faisaient que les bateaux venaient beaucoup et partaient beaucoup de Bordeaux, mais c'est aussi Bayonne, plus au sud, La Rochelle et Rochefort, arsenal militaire, mais Rochefort, d'où quand même sont partis aussi des bateaux qui sont partis en Afrique, en Amérique. Donc, ce sont 4 ports qui ont été des ports importants. Donc, cette dimension régionale est importante. La dimension urbaine aussi, c'est-à-dire l'inscription dans la ville, pas seulement physiquement, mais aussi à travers les populations. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la métropolisation, à travers les populations, à travers leurs propres besoins, leur propre mémoire. Donc, faire quelque chose qui soit déconnecté, qui soit forcément connecté aux institutions culturelles qui existent, mais totalement en prise avec des problématiques d'aujourd'hui, que nous posent nos villes, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau mémoriel, vraiment avoir des passerelles réelles qui permettent à ce projet de répondre aux besoins des populations aujourd'hui. Oui. Vous êtes bien renseigné. Alors, oui, bien sûr, parce que cette plaque explicative dont vous parlez est le résultat du combat que nous menons depuis 1998 autour des symboles de l'histoire de l'esclavage dans l'espace public. Nous, on n'a pas attendu le mouvement Black Lives Matter, le meurtre de George Floyd, pour poser ces questions. On les pose à Bordeaux, ces questions, on les pose à Bordeaux et au-delà depuis très longtemps. Et c'est vrai que notre démarche à nous n'a pas été une démarche d'effacement de ces symboles. On a toujours œuvré pour rajouter plutôt qu'enlever, rajouter de l'esthétique, rajouter de la mémoire, rajouter de la beauté, plutôt que d'en enlever. Donc, notre démarche n'était pas de faire tomber ni les statues, ni d'effacer les noms de rue. Pour nous, ce serait assez commode finalement de commettre le pire des crimes et puis après on efface et il n'y a plus rien. Pour nous, le symbole de ce qui ne doit plus jamais se passer doit rester puisque c'est un message aux générations actuelles et aux générations à venir. Et c'est pour ça que nous avons demandé, soutenu et obtenu que des panneaux explicatifs soient apposés sur un certain nombre de rues. C'est un travail qui a commencé avant l'actuelle majorité municipale. L'ancienne majorité avait déjà fait des réponses à cela, juste avant qu'elle ne soit battue aux dernières élections, des réponses insuffisantes. Nous avons, avec la mairie de Bordeaux actuelle, avec la nouvelle majorité, réparé un peu quelques oublis, quelques insuffisances
de l'ancienne majorité. Mais pour nous, il faut aller plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se limiter au symbole. Et c'est pour ça qu'on veut un projet social et urbain, un projet en prise avec la ville, un lieu. Parce que c'est souvent aussi, peut-être à Bordeaux, peut-être un peu trop facile d'être dans le commémoratif. On pose une plaque explicative ici, on fait une journée de commémoration par là. Et puis, non, il faut des moyens. La mémoire, c'est un engagement. La lutte contre le racisme, et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que si on est dans cette perspective-là, c'est aussi pour lutter contre les formes de racisme et de discrimination contemporaine. Les délits des faciès qui continuent d'exister en France. Quand même, en 2020-2021, on a eu le défenseur des droits en France qui, dans son rapport, a indiqué que si vous étiez noir ou arabe, vous aviez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler, de vous faire brutaliser par la police. Moi-même qui suis ici présent, j'en ai été victime pour avoir juste critiqué et milité contre le quartier La Négresse qui se trouve à Biarritz. Et finalement, la justice nous a donné raison. Donc, c'est pour dire que ce lieu est vraiment un lieu ancré dans le présent. Et c'est ce qui manquait encore aujourd'hui. Quand vous regardez en France, la plupart des lieux qui parlent de la mémoire de l'esclavage sont des lieux qui mettent cette mémoire-là au passé. Dans les musées. Un musée en soi, à part le musée de notre ami Norbert Pradin, qui est un musée pleinement présent dans l'actualité et dans ce qui se passe, les musées souvent nous ramènent vers le passé. Alors que cette mémoire est une mémoire actuelle, contemporaine, dynamique. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous regardez à Nantes, c'est vrai qu'il y a le mémorial à l'abolition de l'esclavage qui existe, qui est un lieu de passage, une sorte d'exposition permanente. Il n'y a pas de rencontre dans ce mémorial à l'abolition de l'esclavage. On y rentre, on regarde une expo et puis après on sort. Donc, ce n'est pas un lieu de rencontre. À Nantes, c'est le château des Ducs de Bretagne qui raconte dans quelques salles la mémoire de l'esclavage. À La Rochelle, c'est le musée du Nouveau Monde qui raconte la mémoire de l'esclavage dans quelques salles. Au Havre, alors là, c'est encore plus regrettable puisque c'est le musée de l'armateur, la maison de l'armateur qui raconte la mémoire de l'esclavage. Donc, le bon goût de l'armateur est supposé pouvoir répondre à cette demande. Donc voilà, à Bordeaux peut vraiment faire de cette mémoire-là un vrai atout, j'allais même dire touristique. Quand on voit la ville de Nantes, Nantes, depuis le temps qu'elle a investi sur le sujet, a fait de cette mémoire-là une ressource, très sincèrement. Une ressource qui fait que Nantes a une vraie attractivité internationale. Parce que la mémoire de l'esclavage, lorsqu'on en parle, on est automatiquement dans le monde. Automatiquement. L'Amérique s'intéresse à vous, les Caraïbes, l'Afrique s'intéresse à vous. Donc, pour nous, on le place aussi dans le cadre de ce renouveau bordelais et de cette attractivité bordelaise autour des droits humains. Et encore plus aujourd'hui, bien sûr, que par le passé. Oui. Donc, tous les symboles que vous citez, vous impliquez également tous les mascarons dans Bordeaux? Oui. Alors, les mascarons, ils sont différents des statues et des rues, hein, puisque les statues et les rues honorent des personnes, donc, clairement. C'est des personnes qui ont évolué dans une société qui recommandait ce commerce-là. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas, elles n'ont pas contrevenu à la loi de leur époque. À la morale sûrement, mais pas à la loi de leur époque, puisque la loi de leur époque les autorisait à faire ce qu'elles ont fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre conscience d'aujourd'hui et notre connaissance nous permettent de réparer ça en disant il faut poser des panneaux explicatifs. Par contre, les mascarons ne sont ni en honneur ni en déshonneur. C'est une sorte de mode architectural. Voilà, c'était bien, quoi, c'était joli. Bon, il y avait peut-être une arrière-pensée, disons, politique, de domination, parce qu'on ne met pas un visage noir pour rien, puisque les Noirs nous appartenaient à l'époque, à nous Bordelais, on pouvait s'approprier leur image, en faire ce qu'on voulait. Voilà. Mais sur les mascarons, voilà, nous, on les commente par les visites guidées qu'on organise, hein, puisqu'on fait des parcours mémoire à Bordeaux, on les commente, on les met en perspective, mais il ne nous a pas semblé nécessaire jusqu'à aujourd'hui d'avoir une action de réparation. Le commentaire que nous avons et le fait que de plus en plus de gens font attention à ce qu'il y a derrière tout ça, ben ça nous semble suffisant. Mais la Maison contre les esclavages peut aussi faire ce travail de médiation à travers des expositions autour des mascarons de Bordeaux. Là, on a découvert le seul mascaron donc créole de la rive droite à Bordeaux. On l'a découvert rue Fourteau. La rue Fourteau, c'est une rue qui donne sur les quais
Rive Droite. C'est une école de commerce aujourd'hui. Et il se trouve que ce mascaron qui est vraiment magnifique, il est rare parce que les mascarons qu'on a à Bordeaux, la plupart du temps, sur la rive gauche, parce que l'orgueil colonial bordelais, c'est la rive gauche. La rive droite était assez méprisée par les Bordelais. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, lorsque le pont est construit, que les Bordelais, les négociants bordelais vont installer leurs entrepôts sur la rive droite. Et ce mascaron représente une tête de jeunes garçons. Sur la rive gauche, ce sont les femmes, la plupart du temps, c'est les visages de femmes. Et sur la rive droite, ben, ce mascaron, on le voit, il est remarquablement bien conservé. Et c'était une ancienne distillerie, une rhumerie, un Lasserre, qui s'était installé là, qui faisait un rhum qu'on appelle le rhum Moco, voilà, qui a fait ce mascaron. On voit d'ailleurs de part et d'autre du mascaron des tiges de canne à sucre qui montraient bien ça. Donc ça, il faut faire la médiation, il faut expliquer. Aujourd'hui, c'est une école de commerce et de management qui s'y est installée et qui a bien rénové, peut-être un peu trop bien rénové, puisque maintenant c'est tellement joli qu'on ne voit pas l'historicité de ça. Mais voilà, donc pour les mascarons, en tout cas, nous, on est pour la médiation, pour que les gens se l'approprient. Il y a plein de Bordelais qui travaillent sur le sujet. C'est une façon de faire parler du sujet, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant la question que vous posez sur effacement ou pas effacement. Et donc, c'est d'ailleurs un des enjeux de la consultation, parce qu'on sait que sur la consultation citoyenne, des personnes vont arriver qui, dans leur majorité, vont être d'accord sur l'idée de mettre en place une maison d'esclavage contre les esclavages, qui vont partager plus ou moins ce qu'on est en train de penser et qui vont l'alimenter. Mais on aura aussi des gens qui seront un peu réfractaires. Et pourtant, ces gens-là, on en a besoin, ils sont légitimes à donner leur parole. Et donc, vous avez souvent, sur cette question-là, une position qui consiste à dire, mais arrêtez de parler du passé, il faut que le passé passe, arrêtez de parler du passé, soyons, etc. Et en fait, c'est à nous de leur convaincre, de leur montrer qu'en fait, derrière l'idée il faut que le passé passe, il y a l'idée il faut que le passé s'efface. Et quand le passé s'efface, il repasse, mais il repasse brutalement. Et donc, on a aujourd'hui des populations qui sont génétiquement, culturellement, socialement, historiquement liées à cette question de l'esclavage et qui rencontrent de manière régulière, comme un retour en plein fouet, cette histoire qui n'est pas racontée. Et je trouve d'ailleurs, on parlait de l'Afrique, c'est parce qu'il y a un déni dans nos sociétés africaines, un déni, les choses ne se disent pas. Et justement, et ça doit nous servir d'expérience. C'est-à-dire quand les choses ne se disent pas, que ce soit dans les questions familiales comme dans les questions macro-historiques, ça revient comme un boomerang. Donc nous, on a cet enjeu-là aussi, de montrer aux gens, de dire aux gens que nous voulons effectivement que le passé passe, mais il faut qu'il passe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qui s'est passé de manière sereine, heureuse, d'ailleurs, c'est pourquoi il y a quand même un peu de heureuse et consciente, voilà, parce que c'est mémoire partagée. Mémoire partagée. Souvent, on le dit en boutade, mais on se dit, mais nous, on ne sait pas si dans nos arrière-grands-parents, il y avait des négris. On ne sait pas parce que ça n'a pas été raconté. À la limite, je dirais même que ces Français qui ont écrit ont un peu un privilège sur nous parce qu'on sait. Nous, on est presque dans cette idée de est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas. Et donc ça, déjà, c'est une obligation morale de lutter contre parce qu'on ne sait pas. Et si un jour on nous dit, ah ouais, vos grands-parents étaient des esclavagistes, au moins on aura contribué à lutter contre ça. Donc, c'est vraiment l'idée il ne faut pas que ça s'efface et que c'est important pour construire sereinement. Et remettre dans la tête des personnes d'aujourd'hui que ça peut exister, que ça a existé, que ça peut encore, et que ça peut encore exister, malheureusement. Et qu'on peut en être victime soi-même. Parce que l'idée de cette maison contre les esclavages, c'est aussi de diffuser une culture de l'identification. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, après tout ce que nous savons des uns et des autres, les phénomènes de racisme, de discrimination continuent? C'est parce qu'on ne s'est pas encore identifié. Il faut s'identifier à celui qui a été dans cette cale d'un navire négrier pour se dire que c'est soi et s'imaginer dans ces conditions-là. Si on n'a pas été, je dis souvent ça, si on n'a pas été là, on ne peut pas. Si on ne se pense pas que soi-même,
on ne peut jamais, si on pense que soi-même, on ne peut jamais être dans cette situation, on ne le combattra pas efficacement. Par contre, dès l'instant où on a conscience de sa propre fragilité, et on le voit bien, qu'on soit blanc ou noir, chacun peut, par faiblesse ou à un moment donné, se retrouver dans des situations de suggestion et de dépendance réelle, complètement privé de son intégrité. C'est une vérité. C'est une vérité et c'est arrivé et ça arrive encore régulièrement parmi nous. L'idée, c'est, sur cette histoire-là, c'est de s'identifier, de rentrer dans la cale du bateau, d'imaginer son enfant, d'imaginer sa femme, sa fille, sa sœur, violée régulièrement, sous vos propres yeux, dans une plantation américaine, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Parce que si vous vous identifiez, vous comprenez après tout le reste. Et pour nous, cette maison contre les esclavages, dans les activités, dans ce qu'on va y mettre, devrait permettre à chacun de s'identifier. Mais s'identifier non pas pour être dans la flagellation ou dans le dolorisme ou pleurer, non. Pour nous, cette maison contre les esclavages, c'est une maison de la fête aussi. C'est une maison de la fête. Parce que ces peuples ne se sont pas enfermés dans ça. Ils ont résisté, ils ont développé des capacités de résistance incroyables quand même. Regardez aujourd'hui comment tous les produits et toute leur résistance nous environnent, nous nourrissent encore aujourd'hui. Que ce soit sur les arts, sur la culture, sur la musique, mais aussi sur l'économie. Il y a tellement de domaines par lesquels leur créativité, leur sens de la fête, c'est-à-dire leur célébration de la vie, a pris le dessus. Donc, la maison contre les esclavages n'est pas là pour être dans le dolorisme, dans le ressentiment, dans la haine. Non, c'est vraiment pour célébrer la vie. Voilà. Et montrer que rien n'est gagné, que régulièrement, il faut de la pédagogie, il faut expliquer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Est-ce que peut-être on peut juste rappeler les modalités pour participer une dernière fois à cette consultation? Comment faire, comment trouver, jusqu'à quand, tout ça? Alors oui, la consultation citoyenne commencera donc du 1er janvier au 28 avril 2023. Elle va se dérouler dans toute la métropole bordelaise. Elle va d'abord cibler en particulier des lieux et des structures qui vont nous accueillir, autour desquels les réseaux de ces lieux vont venir se joindre pour nourrir la réflexion. Pour l'heure, on a 3 structures qui nous ont fait part de leur volonté de nous accueillir, avec 2 dates connues, donc le 28 janvier au Musée Mer Marine et le 9 février au Sentier de la Garonne avec l'espace Darwin. On peut nous trouver un peu partout. On est très présent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On peut nous contacter dans ce cadre-là pour nous faire part de sa volonté de participer. Il y a les autres lieux qui devraient nous préciser les dates où elles vont nous accueillir. Donc, et le travail va continuer jusqu'au 10 mai, puisque le rapport de la mission de préfiguration sera rendu le 10 mai. On veut tenir cette date-là, c'est extrêmement essentiel. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cette action inédite à Bordeaux s'effiloche dans le temps par manque de mobilisation des uns et des autres. On a une idée assez juste de là où on veut aller. Aujourd'hui, le travail, la consultation, c'est la légitimation, l'ouverture, c'est l'enrichissement de la démarche, de façon à ce que le 10 mai, le maire de Bordeaux puisse avoir sur sa table un rapport qui lui est rendu avec un lieu imaginé par la concertation, avec un budget qui lui est proposé, et donc s'ouvrira à partir de ce moment-là une autre phase qui sera la phase de recherche de partenaires, et qu'ils soient institutionnels ou bien des partenaires privés. Donc voilà à peu près quelques précisions, mais on reste bien sûr ouvert à d'autres remarques ou d'autres questions et à y répondre. Voilà. Bien. Merci au Club de la Presse de nous accueillir ici, d'abord en tant que voisin du même bâtiment, mais en même temps comme structure importante pour la mobilisation des journalistes de notre région. Et puis merci à toutes et à tous pour vous qui avez fait le déplacement. Donc rendez-vous le 28 janvier et puis en ligne ou de vive voix si c'est nécessaire. Alors Patrick Serre, le président, nous disait que de rappeler que le 28, on organise donc samedi prochain et mardi prochain donc la fête CAF. La fête CAF, c'est la célébration de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion.
hein, puisque à l'île de la Réunion, l'esclavage sera définitivement aboli le 20 décembre 1848. Et à l'île de la Réunion, qui est un exemple de ce que la diversité peut nous donner de plus beau dans notre pays, chaque année, le 20 décembre est célébré. Et à Bordeaux, Mémoire et Partage, en lien avec les communautés ressortissantes de l'océan Indien, malgaches, réunionnaises et mahoraises, organise 2 temps forts. Le 17 décembre, c'est une soirée d'abord intellectuelle avec un historien du droit qui va venir nous parler de l'esclavage, de l'engagisme et des citoyennetés. Hein, puisqu'à La Réunion, il y a de l'esclavage, mais c'est surtout l'engagisme. L'engagisme, ce sont des Indiens, des Chinois qui venaient sous contrat, enfin, soi-disant. Leurs conditions n'étaient pas loin de l'esclavage, mais quand même, c'était des contrats. Donc là, il y a un historien du droit qui vient nous en parler, Jérémy Boutier. Et puis après, on aura une soirée musicale, festive, de restauration. C'est chez Alric, le 17 décembre. Avec 4 groupes locaux. Avec 4 groupes locaux, dont des groupes de Madagascar, de La Réunion et de Mayotte aussi, et qui seront là. Et puis le 20 décembre, on a une cérémonie dans les jardins de l'Hôtel de Ville à Bordeaux, donc à 15h30, puisqu'il y a une œuvre qui a été faite par une artiste réunionnaise, une œuvre qui s'appelle Strange Fruit. Strange Fruit, pour ceux qui aiment la soul, le jazz, le blues, surtout, c'est le titre du morceau de Billie Holiday, hein, qui parlait de ces étranges fruits qui pendaient sur les arbres dans le sud des États-Unis, hein, qui parlait bien sûr des hommes noirs qu'on pendait dans le sud des États-Unis. C'est un très, très beau morceau de Billie Holiday. Et donc, il y a une artiste réunionnaise, Sandrine Plante, qui en a fait une œuvre qui est dans les jardins de la mairie de Bordeaux. Donc, on va faire une cérémonie là. Voilà, et puis on passera en film après au cinéma Utopia le 20 décembre, voilà, au soir. Voilà, donc, En présence de Sandrine Plante. en présence également de Sandrine Plante et du réalisateur de ce film. Voilà, c'est un travail difficile qu'on engage là, compliqué, rien n'est gagné. Rien n'est gagné, et c'est pour ça que nous vous sommes reconnaissants de votre engagement parmi nous. On ne sait pas si on va y arriver, je le dis très franchement. Ça fait très longtemps qu'on se bat. Hein? On ne sait pas. Voilà. Moi, j'essaie d'être le plus franc possible. Ça ne m'empêche pas d'être déterminé, d'être sur le terrain et de mobiliser tous les moyens. Mais il faut reconnaître que nous avons affaire à une capacité d'inertie de la société française incroyable sur la question de la mémoire de l'esclavage. Ça, depuis 24 ans que je travaille sur le sujet, je sais qu'il y a de la bonne volonté, mais quand il faut mettre les moyens, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, on peut y arriver, ça c'est sûr. On fera tout pour y arriver, surtout que cette fois-ci, les conditions semblent les réunir. Voilà. Donc, c'est par chacun d'entre nous que ça se fera. Rappelez juste justement que la communication, il était prévu aussi d'utiliser, de mettre à profit les événements que nous organisons ou que nous n'organisons pas. Donc, ces temps-là qui ont été définis, que ce soit la fête CAF, l'exposition ou le film, sont aussi des occasions pour toucher, parce que les gens aussi sont souvent intéressés par les objets artistiques, donc utiliser cette fibre-là pour avoir un public captif, comme on dit, quoi. Donc, ce sera aussi l'occasion, justement, de parler de la mission et peut-être de recueillir, autant que faire se pourra, justement, la vie des gens. Donc, c'est vraiment utiliser tout événement qu'on peut utiliser pour diversifier toujours voilà, les récoltes, quoi. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Hein. Merci. Bon courage. Merci au club de la presse.